Bonjour, compteurs, conteuses, auditeurs, auditrices, bienvenue à ce nouveau Comptons des découvertes. Cette fois-ci, je vais avoir abordé un autre sujet, d'un autre jeu de rôle. Pas de la mécanique nécessairement, pas un jeu de société, mais un jeu de rôle. Mais avant, je tenais à vous mentionner que je suis désolé de ce petit délai à propos de cette vidéo. Notamment, j'y sors les lundis à 9h. Mais cette fois-ci, tout ça est influencé bien sûr par ma campagne Kickstarter qui est infestée, Griffe de l'infesté, que vous pourrez avoir plus de détails si vous le voulez dans les commentaires. Puis justement, cette campagne-là va mentionner un sujet du jour, Morkborg. Un jeu qui est double métal. Vraiment, le monde est en perdition et tout espoir est vain. On s'en reparle après l'introduction. Hey, re-bienvenue. Donc, il y a aussi un autre détail que je vous ai pas mentionné, puis pour me faire pardonner, je vais donner une petite exclusivité. Il y a aussi Je Rôle, qui est un événement caritatif au bénéfice du Centre populaire des arts de Nicolet, qui est en rénovation depuis plusieurs années. L'objectif est d'en faire un centre, un endroit immersif, avec des décors de la Renaissance et un petit peu médiéval aussi, puis bien, ça coûte beaucoup d'argent. Fait que Je Rôle, le 2024, revient le 13 avril de cette année, à partir de midi, et je vais vous donner une petite primeur ici. Les inscriptions vont commencer le 1er mars. Donc, soyez prêts. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps à l'écriture du scénario. Cette année, ça va être un scénario à propos d'une compétition entre 3 guildes de roublards clandestines pour le contrôle d'un quartier. Soyez à l'affût, vous en aurez plus d'informations plus tard. Sur ce, revenons à notre mouton squelettique de métal, Morkborg. Morkborg est sorti en 2020. À sa sortie, il a gagné des Ennies pour meilleure écriture, le meilleur layout et le design graphique qui est assez éclaté, le prix d'argent pour le meilleur jeu de 2020 et il a gagné aussi le produit de l'année. Ça, c'est Phil Nilsson qui a fait le texte et le game design avec Joanne Noir et les Dead People pour le graphic design et les arts. Et tout ça, ça a été fait par Occult Artmaster Game puis Stockholm Cartel et distribué par la Free League. Je sais que ça fait beaucoup de noms un peu compliqués que j'ai probablement prononcé à moitié correctement, mais c'est quelque chose qui est un produit qu'on connaît pas beaucoup. En fait, il a fait d'énormes vagues en 2020 dans la communauté internationale francophone. On a eu beaucoup de actual play qui ont été faites dans les dernières années. Il y a eu Coup Critique, il y a eu Etu Game qui en a fait. J'ai fait une partie avec RPG sur le side aussi, puis moi-même sur ma chaîne, j'en ai fait. Mais depuis quelques temps, c'est un peu plus tranquille au niveau francophone. Mais au niveau anglophone, oh là là! Ça bouillonne. Parce que Morkborg, c'est un excellent jeu, mais aussi la Free League ainsi que Stockholm et Occult Artmaster ont mis la licence très généreuse pour créer des aventures, des systèmes et autres. Le Third Party License, c'est comme un SRD finalement. Donc, ça l'a fait énormément de petits. Une pléthore de petits. Il y a plein de jeux Borg. Il y a eu Orkborg, Cyborg, Demonborg, Pirateborg. Il y en a eu plein. Si vous cherchez, il y en a. Puis en plus, il y a un site internet qui va vous donner tous les détails de tous les produits différents qui sont offerts. Certains gratuits, certains paiements comme vous voulez, certains juste
numériques, d'autres ont été imprimés en ligne. Donc, c'est à vous de voir. Mais parlons de la bête. Parlons de ce magnifique jeu qui a tout créé puis qui a relancé quand même beaucoup un bon esprit OSR. C'est un jeu simple. Je vous dirais, là, les mécaniques sont très intéressantes. Côté histoire, on est dans un univers alternatif, bien sûr, un univers séparé, que la fin du monde approche. C'est décrit. Il y a eu des textes religieux, il y a eu des signes, il y a eu comme l'équivalent d'un Nostradamus, qui est Nécrubel, qui a écrit ce qu'on appelle des misères, qui étaient des signes avant-coureurs de la fin du monde. Il y a 2 basilisques, qu'on appelle la basilisque à 2 têtes, qui ont commencé à s'entre-déchirer. Et le monde va tomber dans un nombre que vous allez pouvoir déterminer dans le pays sombre. Le Morborg. La forteresse sombre dans le néant. Bref, le monde va cesser d'être. Et tout le monde s'en est rendu compte. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre le temps qui reste et essayer de survivre le plus longtemps qu'on peut et peut-être entretenir le vain espoir de pouvoir retarder l'inévitable. Même pas l'arrêter, mais le retarder. Et dans cette version du jeu, vous jouez des criminels, des trains de savate, des truands de fonds de ruelle, d'anciens prisonniers, des criminels, des personnes qui sont sales, qui ont la moralité, qui peuvent être grisonnantes pour pas aller dans le sombre. Mais il y a quelques possibilités de personnages qui sont un peu plus lumineux, mais je vous dirais que la majorité des archétypes qu'on peut retrouver, c'est des personnes qui veulent tirer leur épingle du jeu une dernière fois avant de mourir. Parce que oui, si c'est pas la fin du monde qui vous achève, les chances sont qu'un jour ou l'autre, votre vermine, votre salopard meurt. Parce que Morborg est un jeu qui est assez dangereux par sa nature et par sa manière de gérer les combats. Mais la création de personnages, elle, est très rapide. Je vais vous donner des exemples. Je veux dire, tout peut se faire à coup de dés. Vous pouvez générer à 100% votre personnage de manière aléatoire. À 100%. C'est pour vous dire, les pages, ils commencent juste ici. Puis, vous voyez, il y a des D6, des D12, et ainsi, on peut faire un personnage là, en quelques brassées de dés, ce qui est vraiment intéressant. Sinon, vous avez aussi accès à des archétypes, qui, d'ailleurs, le livre vous en propose quelques-uns, qui sont assez, assez ordinaires, originaux, je veux dire. Vous avez le déserteur accro. Vous avez un herboriste occulte, vous avez un salopard des caniveaux, vous avez même un noble déchu, il y a tout un côté sombre, un peu métal, hein, tout ça, ça a écouté avec toutes sortes de variétés de métal, là, mais allez pas dire ça à ceux qui écoutent du métal, là, que je mélange les sortes, là. Ils vont me tuer. Les personnages n'ont pas énormément de points de vie. Les statistiques sont pas très élevées. Ça passe de moins... vous brassez vos statistiques, mais les ajustements passent de -3 jusqu'à +3. Et les objectifs sont généralement... faut que tu atteignes un seuil de réussite. Quand tu es en combat, quand tu fais des actions... généralement, le seuil de réussite par défaut, c'est 12. Parfois, ça peut arriver que ça soit 14. Parfois, ça peut arriver que ça soit 10. Très rarement, ça peut être 16. Puis, il est marqué que, si je me souviens bien, dans le coin de... si on réussit un jet de difficulté de 20, c'est quasiment un miracle. Fait que, c'est quelque chose qui... non, 18 même, c'est ça. C'est 6, c'est incroyablement simple. 8, c'est routinier. 10, c'est quand même relativement simple. 12, c'est normal. 14, c'est difficile. 16, c'est très difficile. Puis 18, ça ne devrait pas être possible. Fait que, le seuil de réussite n'est pas très, très élevé. Mais en échange... votre personnage est fragile. Et le maître de jeu roule presque pas de dés. Il en roule un. Je dis pas que, comparativement à certains jeux, il en roule pas du tout, mais il en roule moins.
Souvent, le maître de jeu va rouler la défense des créatures, va rouler des événements aléatoires, va rouler ou autre, mais il y a possibilité pour un maître de jeu de demander à leur personnage, à leur joueur, dis-je plutôt, de rouler à leur place. Ça pourrait être possible. Roule tes dégâts, puis après ça, ben, la personne a un D4 d'armure. L'armure, là-dedans aussi, est gérée différemment. Plus tu portes une armure qui est imposante et qui te protège, moins c'est facile d'éviter les coups. Bon, ça y est, j'ai mon chat de la mort qui se joint à nous. Donc, quand on porte une armure, pas d'armure ou une armure légère, tes jets de défense sont un jet de 12. Quand tu portes une armure intermédiaire, tu réduis tous les dégâts de D4, mais ton jet de défense est passé à 14. Et quand tu portes une armure lourde, ton jet de défense passe à 16. Mais tu réduis d'un D6. Fait que c'est un équilibre qu'il faut que tu détermines. Tu veux-tu subir plus de... Tu veux-tu te faire toucher plus souvent, mais avoir des chances de réduire des dégâts? Parce que les créatures ne font pas énormément de dégâts, à part quelques rares créatures beaucoup plus imposantes, comme, mettons, un troll. Ou, tu sais, ces choses-là. Mais, fait que c'est un gamble que tu fais. Il y a pas beaucoup de statistiques à proprement parler nécessairement. Vous avez vous avez la force physique, vous avez la présence. La présence là-dedans, c'est important de vérifier comment fonctionne parce que c'est elle qui s'occupe des jets à distance. Je sais que ça fait différent d'ailleurs. Vous avez l'agilité pour la défense. Tout ce qui est les jets de mêlée, c'est la force. Puis si je me souviens bien, vous avez aussi la constitution. Fait que tu sais, il y a 4 statistiques. Ce qui est quand même bien, ça se fait rapide. Tout peut être interrelié comme ça. La présence, c'est aussi tout ce qui est la perception, un peu ta connaissance, ton intelligence. Puis le fait qu'ils ont... Je sais que c'est contre-intuitif un peu, mais tu sais, la dextérité, ça bouge beaucoup dans ta défense. Puis dans certaines autres occasions, dans éviter des pièges, des situations dangereuses. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre que les attaques à distance, c'était aussi la présence. Pour équilibrer le tout. En plus, à l'intérieur du livre, il y a plusieurs tables aléatoires pour générer des donjons, générer des lieux dangereux. Vous avez même des objets magiques, si on peut dire, là, des objets occultes. Vous avez même des trinkets, des objets, des babioles. Vous avez une table aléatoire pour du loot aussi, qu'ils ont mis avec un D66, fait que tu roules 2 D6. Puis la magie là-dedans, ça fonctionne avec des parchemins. Il y a des parchemins occultes, puis il y a des parchemins bénis. Les parchemins occultes sont plus dans la magie sombre et autres, qu'il faut brasser un jet de présence. Et les parchemins bénis, ben ça, c'est plus comme des miracles, la prêtrise, ce côté-là vraiment intéressant. Et bien, les parchemins ont un nombre d'utilisations et une possibilité. Puis quand tu rates ton jet d'une manière spectaculaire, ben tu peux créer des répercussions assez dramatiques qui peuvent créer... ça crée une déchirure. Puis là-dessus, après ça, tu brasses un des 20, si je me souviens bien. Et selon la gravité, tu peux passer de juste... Il y a une espèce de magie anthropique qui va altérer l'apparence des gens ou qui va créer des fissures ou jusqu'à ce que tu exploses. Parce qu'il y a juste trop d'énergie qui va à l'intérieur de toi. C'est des choses qui arrivent. Donc, on a quand même une bonne variété. Puis même à l'intérieur du livre, il y a une aventure qui est fournie, qui est assez rapide, qui peut bien se faire. Le monde est bien détaillé. Puis aussi, c'est le genre de livre qui dit beaucoup de choses en peu de pages. Puis aussi, pour créer son personnage, mais à l'intérieur, il y a même tu peux tirer aléatoirement ses traits, son crime qu'il a fait, est-ce qu'il y a des dents pourries, est-ce qu'il y a des dents intéressantes. Puis sinon, le calendrier de Nécrubel, comme je vous parlais, c'est des prophéties qu'on appelle des misères. Et après ça, ben, il y a possibilité de déterminer jusqu'à quel point la fin du monde arrive vite. Parce que tout se fait à chaque jour d'aventure qui se passe, le temps avance, et si le temps avance, le calendrier de Nécrubel avance, qu'on voit juste ici, le calendrier. Ici, vous avez, comme de ce côté-là, vous avez tout, comme quasiment un beau texte religieux, là. Vous avez des belles places, des psaumes que vous devez générer aléatoirement. Et selon
à quel point vous voulez que la campagne elle soit rapide et que la fin du monde approche, vous pouvez déterminer quand est-ce que l'agonie va se terminer. Rouler un D100 pour des années de douleur, un D20 pour une demi-année douloureuse, un D10 pour une chute avec angoisse, un D6 pour un mois cruel, puis sinon un D2 pour dire que la fin est proche. Parce qu'à chaque fois que vous prenez ce dé-là et que vous le roulez, un résultat de 1, autrement dit, si vous prenez un D100, il faut que vous roulez 1%, ajoute une misère. Après ça, vous roulez le D66, puis ça vous dit c'est quoi la misère. Cette misère-là, ça peut être très philosophique, comme ça peut aussi donner une incidence physique au monde. C'est comme si un prophète vous disait que de manière énigmatique, quelque chose allait se faire. Entre autres, dans mon aventure Griffe l'infesté, c'est suite à la misère à propos de serpents d'ombre qui sortent du sol. Si vous voulez aller voir pour en savoir plus, il y a même un démonstrateur gratuit sur la page de la campagne. Et la fin du monde arrive lorsque la 7e misère est roulée. C'est pour ça qu'un dessin, ça va être long avant qu'il y ait 7 misères qui soient actifs. Un des 20, et ainsi de suite. Fait que plus ton dé est petit, plus tu as de chances de rouler un 1. C'est pour ça qu'un des deux, ben, la fin est proche parce que tu as une chance sur 2 à chaque fois de brasser. Fait que, puis au 7e fois que tu brasses une misère, la 7e misère est toujours la même. C'est la misère 7-7 qui dit vraiment que tout est fini. Donc, pour une aventure assez métal, puis assez intense, dans un univers sombre et glauque, que vous pouvez tirer votre épingle du jeu, avec un système rapide. L'initiative, c'est un D6, tu sais, genre, autrement dit, un 1, 2, 3, c'est un côté commence, 4, 5, 6, c'est l'autre côté. Les combats, c'est juste atteindre une cible, rater. Les créatures, des fois, ont des aptitudes spéciales qui sont faciles à apprendre. Il y a du matériel, là, créé par les fans, partout, là, je veux dire, il y en a plein, là, vous pouvez trouver des nouvelles classes, des nouveaux archétypes, des donjons, des monstres. Il y a même un endroit que vous pouvez... il y a un vendeur d'objets magiques itinérant qui est creepy et dangereux. Il y en a même qui ont fait comme comment cuisiner les monstres. Bref, il y a de tout. Je vous le recommande fortement. Si vous connaissez pas Morbog, c'est un des jeux qui vaut la peine d'être, ne serait-ce regardé. Le livre lui-même, c'est un bijou de graphisme. Les textes sont écrits de toutes les manières différentes, les images autres, c'est pas un beau livre léché, c'est une expérience à le lire. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour ce compton des découvertes, et je vous dis à la prochaine, mes têtes de métal. Yeah!